Bien le bonjour. Cette vidéo, réalisée par des médecins urgentistes de chez Taléda, a pour vocation de vous expliquer pourquoi il est essentiel, si vous êtes le témoin d'un arrêt cardio-respiratoire, que vous agissiez avant l'arrivée des secours professionnels, comme par exemple le SAMU ou encore les sapeurs-pompiers. Et dans la foulée, nous allons tâcher de vous expliquer comment agir afin d'être au maximum de votre efficacité. En effet, c'est dans les premières minutes que tout va se jouer, et c'est là que vous pouvez faire la différence. Les gugus, dont c'est le métier d'en réanimer d'autres en arrêt cardio-respiratoire, vont être totalement inefficaces si le dit gugus en arrêt cardio-respiratoire les a attendus pour voir son petit cœur se faire masser. En France, la mort subite de l'adulte, conséquence d'un arrêt cardiaque brutal, représente 40 000 décès par an. Et le taux de survie de la mort subite de l'adulte en France ne s'élève qu'à 2%, ce qui est relativement bas, surtout quand on sait que le taux de survie dans d'autres pays, anglo-saxons par exemple, où les patients qui passent agissent et utilisent des défibrillateurs automatiques externes en accès libre depuis belle lurette, dans tout type de lieux publics, genre gare, aéroport, bar à pute, eh bien le taux de survie dans ces pays-là augmente jusqu'à 35%, ce qui est largement mieux. Pour bien comprendre pourquoi votre rôle est essentiel dans les premières minutes du drame, il faut comprendre les conséquences d'un arrêt cardio-respiratoire. Et pour ça, il faut comprendre le cœur. Le cœur est une pompe qui pompe sang et oxygène vers l'ensemble de l'organisme, et tout particulièrement vers le cerveau, mais également vers le cœur lui-même. Alors voilà, c'est un petit peu compris dans le titre, lors d'un arrêt cardiaque, le cœur s'arrête, mais pas le temps qui passe. Or, au bout de 3 minutes d'arrêt, les lésions cérébrales irréversibles apparaissent, et au bout de 10 minutes d'arrêt, c'est le cœur qui aura tellement souffert qu'il est quasiment certain qu'on ne pourra pas le faire repartir. La petite pompe électrique interne ne fonctionne plus et menace de tuer cerveau et cœur. Eh ben on passe en manuel. Et ce qu'on a trouvé de plus efficace pour l'instant, c'est le massage cardiaque externe. On passe en manuel jusqu'à ce que les passants qu'on aura interpellés ou les secours qu'on aura appelés en composant le 15 pour le SAMU ou le 18 pour les pompiers amènent un défibrillateur qui permettra de faire repartir cette petite pompe électrique interne. Vraiment choqué, choqué. Bon, on avance à grands pas là. Et je vous entends d'ici dire que non seulement je sais pas masser, je sais pas défibriller, mais en plus comment je suis sûr qu'il est en arrêt cardio-respiratoire moi? Excellente question, dont le début de la réponse est « Vous n'avez pas besoin d'être sûr, seulement d'avoir une présomption forte. » Et nous vous expliquerons comment vous fondez une opinion à ce sujet dans quelques minutes, avec l'aide de Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Pardon. Nous disions, pas besoin d'être sûr, mais seulement d'avoir une présomption forte. En effet, vous ne serez jamais condamné pour coups et blessures après avoir fracturé quelques côtes à un quidam en pratiquant un massage cardiaque parce qu'il vous paraissait raisonnablement être en arrêt cardio-respiratoire. La parole est à la justice. Article 122.7 du Code pénal. N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent, qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Attelons-nous maintenant à reconnaître quelqu'un en arrêt cardio-respiratoire. Les recommandations internationales nous disent que quelqu'un d'inconscient et en arrêt respiratoire, eh bien c'est quelqu'un en arrêt cardio-respiratoire. Démonstration avec Jean-Paul. Dame Ned, Jean-Paul est effondré devant moi. Jean-Paul serait-il en arrêt cardio-respiratoire? Eh bien pour le savoir, je vais tout d'abord vérifier si Jean-Paul est conscient ou inconscient. Et pour ce faire, je vais voir si Jean-Paul répond à mes questions simples, à mes ordres simples, voire à mes petites stimulations douloureuses. Jean-Paul, Jean-Paul, comment vous appelez-vous Jean-Paul? Bon là, il s'appelle Jean-Paul, mais peut-être je le connais pas moi Jean-Paul. Jean-Paul, ouvrez les yeux Jean-Paul, serrez-moi l'âme. Ouvrez les yeux Jean-Paul, 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 Jean-Paul. Visiblement, Jean-Paul ne répond pas à mes questions simples, ne répond pas à mes ordres simples, ni à mes petites tapes amicales. Jean-Paul est donc bien inconscient. Il me faut maintenant vérifier si Jean-Paul respire. Comment vérifier si Jean-Paul respire? Respirer, ah oui, c'est ce petit souffle qui rentre et qui sort par la bouche et par le nez grâce à des mouvements de poitrine. Et bien pour vérifier si je sens un souffle, ou si j'entends un souffle, ou si je vois un mouvement de poitrine, eh bien je vais tout d'abord libérer les voies aériennes supérieures de Jean-Paul. Explicatif sur les fameuses voies aériennes supérieures. Nous retrouvons sur ce schéma le crâne de Jean-Paul, le petit nez de Jean-Paul, la petite bouche de Jean-Paul, et schématisé en rouge les voies aériennes supérieures de Jean-Paul, la cavité nasale, la cavité buccale, et la trachée, tout ça se prolongeant
vers les poumons. Rajoutons la langue de Jean-Paul qui habituellement se situe comme ceci. Or chez toute personne inconsciente, la base de la langue a une fâcheuse tendance à chuter en arrière, et donc venir obstruer ces fameuses voies aériennes supérieures. Deux solutions s'offrent à nous afin de soulager Jean-Paul. Nous pouvons tirer sur la mandibule inférieure de Jean-Paul pour attirer la langue en avant et donc libérer les voies aériennes supérieures. Nous pouvons également basculer la tête de Jean-Paul en arrière afin de libérer davantage ces fameuses voies aériennes supérieures. Et je vais placer mon visage de la manière suivante, tout proche du nez et de la bouche de Jean-Paul, afin d'éventuellement sentir un souffle sur mon visage, d'entendre un souffle grâce à mon oreille, et de voir éventuellement un mouvement de la poitrine de Jean-Paul. Après 10 secondes de ce scénario, si ni j'ai senti un souffle, ni j'ai entendu un souffle, ni je n'ai vu de mouvement de poitrine, je peux considérer que Jean-Paul ne respire pas. Or, qu'ai-je appris tout à l'heure? Quelqu'un d'inconscient et qui ne respire pas, c'est quelqu'un en arrêt cardio-respiratoire. Vous noterez que je n'ai pas cherché l'absence de pouls temporal, carotidien, fémoral, même anal à Jean-Paul. Non, 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 avant de confirmer qu'il était bien en arrêt cardio-respiratoire. Pourquoi? Parce que le pouls, on s'en fout. On s'en fout parce qu'on n'a pas besoin de savoir avec certitude que le cœur est arrêté avant d'entamer un massage cardiaque. On a seulement besoin d'en avoir une présomption forte. Confucius aurait pu dire « Mieux vaut masser un cœur qui bat que de ne pas masser un cœur qui ne bat plus. » Et il aurait eu tellement raison. Bon, me voilà donc devant Jean-Paul qui visiblement est en arrêt cardio-respiratoire. Après avoir alerté ou fait alerter les secours en composant le 15 ou le 18, il va falloir que je pratique un massage cardiaque. Permettez-moi de vous étonner, vous savez le faire. Permettez-moi de le démontrer. Il va donc falloir que je lui appuie a priori sur la poitrine, c'est là que se situe le cœur. Peut-être avec le pied... Non, pas super stable et puis j'ai pas de chaussures. Peut-être avec mes fesses? Non plus, je sens que je vais pas être très fin dans le geste. Peut-être avec mes mains, mais oui, sûrement, avec mes mains. Avec une main, pas beaucoup de puissance, qui a bout de bras pas terrible. On va en mettre deux. Ouh, c'est pas mal. Sauf que là, bout de bras, en pliant les coudes, je sens bien que je m'enfonce pas beaucoup. J'ai une idée, je vais me rapprocher de Jean-Paul, je vais tendre bien mes bras au-dessus de sa poitrine, et je vais enfoncer mes bras dans sa poitrine avec les coudes toujours bien tendus. Ouh, mais c'est que ça s'enfonce bien, et ça tombe bien, c'est ce qu'il faut, 4 à 5 cm dans sa poitrine. Pour ce qui est de la fréquence à laquelle il faut masser, là, c'est moins instinctif. Donc, je vous le dis, c'est à peu près au rythme de 100 par minute, soit presque 2 par seconde. Et ça ressemble à ça. Et dans la vraie vie, ça donne ça. C'est impressionnant, je vous l'accorde, mais en même temps, lui, il a survécu justement parce que sa copine avait commencé à le masser avant l'arrivée des professionnels. De mon côté, je ne m'arrêterai de masser Jean-Paul que lorsque les passants que j'aurai interpellés ou les secours que j'aurai appelés en composant le 15 ou le 18 viendront me relayer ou m'apporter un défibrillateur automatique externe. Depuis 2007, ces fameux défibrillateurs sont en utilisation libre par le grand public partout en France. Le fonctionnement du défibrillateur est le suivant. Le cœur, habituellement calme et fonctionnel, se voit soudainement avoir une activité électrique complètement anarchique. Il fibrille. Ça rend son activité de pompe totalement inefficace, mais c'est réversible. Le défibrillateur va lui délivrer un choc électrique, lui rendant alors une activité de pompe efficace. Un défibrillateur automatique, ça ressemble à ça. Un gros boîtier relié à 2 électrodes. Et pour savoir se servir d'un défibrillateur, il faut savoir faire 2 choses. L'allumer et l'écouter. Coller les électrodes comme indiqué sur le thorax rasé et sec. Ne touchez pas le patient, une analyse va être effectuée. Ne touchez pas le patient, analyse en cours. Choc recommandé, ne touchez pas le patient, charge en cours. Attention, le choc va être délivré. 5, 4, 3, 2, 1. Pratiquez massage cardiaque jusqu'à réapparition de signes de circulation. Très concrètement, le défibrillateur va relancer un cycle d'analyse à peu près toutes les 2 minutes et il va vous demander de masser si lui ne retrouve pas une activité électrique normale. Il ne délivrera un choc que si lui, il le juge utile. En aucun cas vous êtes responsable du fait que la machine délivre un choc ou non. Quoi qu'il en soit, il faut faire ce que le défibrillateur vous dit jusqu'à l'arrivée des secours professionnels et c'est comme ça que vous donnez à Jean-Paul une chance de remarcher un jour. Cette vidéo, bien que relativement complète, n'est qu'informative. Nous ne pouvons que vous encourager à suivre une formation complète auprès d'instituts de formation agréés, comme par exemple TALEDA.
sur le site duquel vous pourrez trouver quelques tutoriels audio bien utiles.